Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Vincent. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année. On est Et ravis. oui, c'est déjà le dernier, en Et effet. bientôt Noël, les paquets, tout ça. D'ailleurs, on va peut-être laisser quelques minutes aux retardataires pour nous rejoindre. Exactement. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les meilleures stratégies wallet justement cette année. Et donc, j'ai la chance et donc je suis très content, Vincent, de t'accueillir parce que c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble. C'est vrai. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous partager. Voilà, on a hâte en tout cas de t'entendre et de t'écouter. Ce que je te propose peut-être, c'est de démarrer en te présentant. Ok. Et donc, moi, Vincent Duquet, je suis le directeur Customer Success chez Captain Wallet, qui a rejoint la sphère Brevo il y a maintenant 2 ans. Et mes équipes, elles sont là pour accompagner les marques à la fois dès la signature et sur toute la phase d'onboarding, mais aussi sur la phase de run avec tous les éléments de reporting, d'analyse et aussi d'optimisation qu'on peut faire grâce à notre dispositif. Vincent, je crois que tu étais parmi les premiers à rejoindre l'aventure Captain Wallet, je crois, il y a quelques années, Quelque non? chose comme ça, je crois que quand je suis arrivé, on était 5. Maintenant, on doit être 10 fois plus. Quelque chose comme ça. Donc, ouais, ça fait un petit moment, là, depuis 2016. Donc, ça fait bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans, ok, donc on va souffler ta bougie prochainement. Moi, je suis donc David Benaynous. On a déjà eu l'occasion d'échanger, je pense. En tout cas, je dirige l'équipe commerciale chez Captain Wallet. Ça fait 5 ans, moi, que j'ai rejoint l'aventure Captain. Et je suis ravi, en tout cas, aujourd'hui de vous retrouver pour faire cette rétrospective un petit peu. Et puis, on va creuser sur des beaux projets qui ont eu lieu, en tout cas, cette année. Donc, je suis ravi de vous partager tout ça. Avant de parler des beaux projets qui ont eu lieu, on va parler de l'évolution et de l'usage des wallets en France, en tout cas sur cette année, puisqu'on a réussi à glaner quand même pas mal d'informations. On a fait notamment une étude, un sondage avec l'IFOP. Donc, on a eu quelques chiffres qui nous paraissaient en tout cas intéressants de vous partager ou repartager pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, évidemment, de les parcourir. On passera un petit peu de temps, évidemment, sur 4 cas clients qui ont cartonné cette année. Quels sont ces clients, Vincent? Alors, courir, qu'on connaît tous, parce qu'on est tous des aficionados de sneakers. Buffalo Grill aussi, très belle surprise et stratégie. Yves Rocher, une marque emblématique en France avec la plus grosse base de filles. Donc, intéressant de voir comment le wallet est devenu un outil hyper important pour eux. Et Maison du Monde, qui a été le plus beau lancement ever, je crois, chez Captain Wallet, et qui a eu lieu cette année. On était ravis de les accueillir dans la maison Wallet et de les voir grandir très vite avec nous. Hâte de découvrir tout ça. Et puis, on finira sur les enjeux à venir, évidemment, en 2025, notamment liés à la fidélisation. Allez, je vous propose qu'on avance tout de suite et qu'on parle un petit peu de l'évolution des usages du wallet en France. Alors, avant de parler de l'usage 2024, puisque toi, Vincent, ça fait longtemps que tu travailles chez Captain Wallet. Quand tu es arrivé, c'était quoi l'usage des wallets mobiles en 2016, c'est ça? Ouais, c'était très discret, hein. On était vraiment sur mais de quoi vous nous parlez? On était vraiment au moment de l'évangélisation du marché où quand on présentait le wallet, les gens nous regardaient avec des grands yeux en disant mais moi je fais déjà de l'email, j'envoie des SMS. Voilà, donc le wallet, c'était un peu complètement en dehors du scope. Et puis c'était même par les éditeurs eux-mêmes, Apple et Google, vraiment une option qui était, je dirais pas cachée, mais on sortait de la phase passbook du côté Apple. Chez Google, c'était même pas lancé en France, vu que c'est arrivé en décembre 2018. Donc, du coup, on était vraiment sur un marché de niche, enfin, pionnier, on pourrait dire ça comme ça. Euh, mais les clients nous ont fait confiance, les marques nous ont fait confiance sur l'utilisation de ce canal, vraiment comme un canal de communication. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir sa carte fidélité, offre, etc., on pourra en reparler au travers de nos démos clients, il y avait vraiment cette stratégie globale de reach mobile et de présence dans le téléphone. On sortait de l'époque, hein, en 2016, c'était quand même la fin de l'Eldorado des applis, où toutes les marques se rendaient compte que
c'était très coûteux, à la fois à mettre en place et à maintenir et avoir des équipes qui présentent du contenu pour aller trouver aussi une valeur, un retour sur investissement. Euh, mon discours n'est pas anti-appli, hein, je tiens à le préciser. Au contraire, on a réussi, et les 2024, on a été témoin aussi, à faire cohabiter les deux et faire en sorte justement que les deux systèmes se parlent, donc appli et wallet, et que ça crée ce résultat de Rich Mobile qui est hyper important pour les marques. Je vais te demander de trahir peut-être un petit secret. Aïe, comme ça en public, ok. Est-ce que tu te souviens d'une ou des marques qui ont fait ce pari fou en fait en 2016 de se lancer, pas contre le marché, mais en tout cas en vrai innovateur, on va dire. La première marque qui a sauté le pas avec nous, c'était Picard, donc, la marque préférée des Français, hein. Et Picard, qui avait une appli, qui a toujours une appli d'ailleurs, hein. À l'époque, on a mis en place avec le wallet tout un système de bons de fidélité qui permettait de créer de la récurrence, de la fréquence d'achat, comme c'est un peu le fonds de commerce, dans les magasins. Et ça a démarré très très vite, ça a pris de l'ampleur. Et puis ensuite, d'autres clients, voilà, aujourd'hui on en a pas mal, mais toute la grande distrib, qu'on soit chez Auchan, Carrefour, etc., nous a fait confiance sur le sujet et toujours avec une présence appli hyper importante. Néanmoins, le wallet apporte en plus et va aller chercher les gens qui seraient des churners naturels, on dirait, sur l'appli. D'accord. Alors, on commence par un premier chiffre. 30 millions de cartes wallet actives aujourd'hui, côté Captain Wallet. Donc déjà, félicitations. Un beau chiffre. Super content. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder un petit peu cette évolution, justement, tu en parlais, parce que toi, tu es arrivé en 2016, et là, on voit la courbe. C'est ça, donc en 2016, allez, on avait quoi? Pas grand-chose, 7000. Ouais. 7000, 8000 cartes. Donc aujourd'hui, on est à plus de 30 millions parce qu'on les a bien dépassés, on le voit sur le graphe. Et on projette évidemment de faire, en fait, chaque année, on reprend minimum 50% de volume grâce à tout ce que les marques mettent en place. On verra après d'ailleurs sur la partie recrutement, comme le wallet comme un outil de recrutement assez fort. Donc on est hyper content. Évidemment, ça pose plein de nouveautés en termes de stratégie de déploiement côté marque, en termes de produits, d'un geste, de messages, de mise à jour, etc. Donc il y a tout un écosystème qui fonctionne derrière ça. C'est pas simplement une carte dans un téléphone. Notre plateforme, elle permet et elle fait l'interface en fait entre les CRM des clients et les téléphones mobiles, alors j'ai dire des clients, des marques plutôt, et les téléphones mobiles des clients finaux. Et donc ça, on essaye d'avoir une espèce de célérité assez forte pour que finalement, quand j'utilise ma carte en point de vente et que je fais un achat, ça soit valorisé quand je reçois ma notif qui dit merci de ton passage, Vincent, tu as désormais tant de points, tel statut, tel avantage qui s'est déclenché. Et ça, évidemment, quand on a 20 000 cartes, c'est assez facile à faire. Quand on est à 30 millions, on a du coup un peu staffé les équipes, je ne cache pas. Et pour vous mettre en perspective, ce qui est intéressant quand même de rappeler, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est les chiffres qui sont disponibles sur le site du gouvernement français, vous avez 48 millions de smartphones. Donc, ça vous laisse un petit peu présager de l'usage, en tout cas, des wallets mobiles d'Apple et Google aujourd'hui sur le marché français. Alors, on va creuser sur quelques autres chiffres, évidemment, et notamment sur la perception du wallet à travers le parc français. Et on va s'intéresser à notamment, tout d'abord, la connaissance de ces applications, notamment dans l'esprit des Français, parce que tu le disais, en 2016, c'était, on va dire, limite un petit peu les fans, peut-être d'Apple, qui étaient les premiers utilisateurs. Mais aujourd'hui, concrètement, on se rend compte quand même que 50% des Français connaissent l'application Wallet versus 38,7 il y a encore quelques années. Et du coup, ça me fait un très bon lien avec ce que je vois dans notre chat. Vous pouvez tous poser des questions d'ailleurs. Donc, je vais me permettre de répondre à Marion Hernandez qui nous demandait quelle définition on ferait d'une wallet. Alors, une carte wallet, c'est un objet
technique qui est placée dans un portefeuille numérique, d'où le nom wallet en anglais. Donc vraiment, Apple et Google disposent de chacun de leur portefeuille. Et en fait, dedans, notre job, c'est de faire insérer des cartes. Donc on a parlé de Picard, Courir, Buffalo Grid, etc. Toutes les marques qu'on connaît ou qu'on connaît un petit peu moins. Certaines se veulent assez discrètes, mais n'empêche présentes dans les téléphones mobiles des clients. Donc la carte, l'objet lui-même, il est protéiforme. C'est-à-dire qu'on va en faire ce qu'on veut. Et c'est justement là l'apport de mon équipe CSM, c'est qu'on va aider les marques à se poser les bonnes questions, à définir des use cases et à se dire, OK, ma carte, en fait, elle a pour but de faire ça. Présence à l'esprit, du branding, alors un petit peu moins, de la proximité avec le client, ça par contre c'est sûr dans tous les cas. Voilà, donc le wallet, ça va vraiment être un outil qui va vous permettre de communiquer de manière proactive via un système de push notification dans le téléphone du client. Et ensuite, on met dedans, on le définit ensemble. Et pour être très précis, on parle donc des wallets d'Apple et de Google. Donc Apple Cards et Google Wallet. Donc c'est des applications qui sont éditées par Apple d'un côté et Google de l'autre. Et l'un des vrais points forts, évidemment, de ces deux applications, c'est qu'elles sont déjà préinstallées dans les téléphones. Donc aujourd'hui, vous achetez votre iPhone, vous avez déjà cette application, il n'y a pas besoin de la télécharger. C'est l'un des premiers bénéfices, évidemment, pour une marque. Alain, donc 30 millions de cartes, OK, mais combien d'utilisateurs? Eh ben, donc ça, c'est un chiffre qui va être intéressant. Donc, on va creuser sur des cas clients, donc on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que là, évidemment, c'est un chiffre global. Il faut rentrer marque par marque, puisque c'est de toute façon la marque qui a potentiellement ces chiffres, parce que ce qu'il faut rappeler, encore une fois, c'est que nous, chez Captain Wallet, nous ne possédons pas cette base de données. D'accord? C'est la base de données des marques, ce sont leurs utilisateurs, leurs clients. D'accord? Donc, tout l'usage, on va dire, et les chiffres que vous pouvez avoir restent à leur discrétion. Et on a eu l'opportunité aujourd'hui de pouvoir travailler avec notamment ces 4 marques qui ont accepté qu'on dévoile quelques chiffres sur l'usage et la performance. Voilà. Autre focus, les 18-24 ans, mais surtout les seniors, les plus de 65 ans, Vincent. Et là, ce chiffre, il est quand même intéressant parce que je pense qu'on t'a souvent fait la remarque sur cette pattern au niveau de l'âge. Oui, c'est vrai que quand on approche une marque, quand on commence à travailler ensemble, on a souvent ce petit mouvement de recul qui dit ouais, mais c'est un truc de jeune technophile en fait. Et en fait, pas tant que ça, puisque plusieurs arguments vont dans le sens contraire. En vrai, on a mené pas mal d'analyses avec des grosses marques, donc des gens qui ont 1 million de cartes aujourd'hui, ou 2 millions de cartes, voilà. Et en fait, quand on regarde la pyramide des âges des clients qui possèdent une carte wallet versus la pyramide des âges de la base de données clients de la marque en elle-même, on s'aperçoit qu'il y a entre 1 et 3% d'écart. Ça veut dire que toutes les strates, finalement, de la vingtaine à 80, sont représentées. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire finalement que si la marque propose et a une base qui est consolidée sur chaque strate d'âge, en fait, l'arrivée du wallet, ça va être quelque chose de naturel. Je prends un exemple très simple d'Intersport, par exemple, qui propose à la fois les kimonos pour la rentrée des petits qui ont 6 ans et qui démarrent le judo, jusqu'au bâton de marche nordique de population un peu plus âgée. Et en fait, chacun va y retrouver, d'un point de vue produit et offre, son compte. Et en fait, le wallet, ça va venir continuer cette expérience-là. Et puis, un des avantages quand même, c'est que les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, ils ont un peu plus potentiellement de pouvoir d'achat. Moi, je sais que mes grands-parents, ils ont toujours le dernier iPhone, alors que moi, pas forcément. Et ce qui est intéressant ici, puisque là, justement, dans cette étude, on a posé une question un peu plus précise encore, qui est de dire, jugez-vous utile d'avoir toutes vos cartes de fidélité? Donc là, on est vraiment sur le scénario de la carte de fidélité réunie sur votre application. Et on voit que sur cette population, justement, senior, donc 65 ans et plus, c'est 45% d'entre eux qui répondent favorablement. Là où, évidemment, vous avez quasiment 2 fois plus. Mais donc, la pattern, en tout cas au niveau de l'âge, on se rend compte qu'elle n'existe pas vraiment et qu'on peut s'adresser finalement à tout type de population. Exactement. Donc, et c'est d'ailleurs un des points stratégiques sur lesquels je travaillais là en début de semaine, chez une marque qui avait besoin
de redéfinir son approche et sa communication avec la Gen Z. Et en fait, grâce à cette étude, ça les a confortés dans l'intuition qu'ils avaient. Ils avaient déjà lancé le wallet et en fait, ils étaient dans les études data, etc. jusqu'au cou. Mais en fait, en rapprochant notre étude avec les premières ébauches de leur côté, on s'est aperçu que ça collait parfaitement. Et donc, du coup, ils sont en train de penser une manière de communiquer aussi qui va être segmentée sur cette population. Car oui, on peut faire de la segmentation aussi avec le wallet. Voilà. Spoiler. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dans son wallet? Et là, on voit que évidemment, il y a plusieurs scénarios possibles. Et puisqu'on fait la rétrospective 2024, on va sortir un petit peu de notre zone de confort et on voit en fait qu'il y a une grosse nouveauté quand même sur l'usage du wallet cette année. C'est la carte Navigo. Exactement. Pour les gens qui habitent en région parisienne, c'est évidemment un gros plus, hein, parce que on trouve plus facilement dans sa poche son téléphone portable que sa carte Navigo ou son portefeuille, ou dans son sac à main, évidemment. Et ça a été c'est un fort pouvoir d'attraction, en fait, parce que les marques ayant fait depuis 10 ans presque ce travail avec nous de comment dire, d'évangélisation aussi finalement, de proposer des cartes wallet, que ce soit des cartes relationnelles, des billets d'avion, des cartes mutuelles, etc. Là, le fait d'avoir en plus les cartes de transport hein, qu'on utilise au quotidien, c'est un super vecteur à la fois de connaissances et puis aussi de développement de l'usage. En passant, c'est Captain Wallet qui a travaillé avec la région Île-de-France. Et non, et non, on peut le dire, on était un peu déçus, je cache pas. Mais bon, ça arrive. Après, ça sert à tous. Donc, pour apporter un petit peu voilà, d'informations complémentaires, c'est Apple en direct, évidemment, qui a travaillé avec la région Île-de-France. Ça a été un travail qui a été fait sur plusieurs années. Et donc, en tant que francilien, j'avoue qu'on est ravis de pouvoir aujourd'hui juste poser son téléphone pour bien sûr accéder au transport. Et Je vois également qu'il y a donc des cartes tiers payants oui, au format absolument. wallet. Ça, c'est intéressant. Absolument. Et ça, c'est quand même hyper intéressant pour deux raisons. C'est que les mutuelles ont arrêté de produire les cartes plastiques qu'elles nous envoyaient tous les ans à la maison pour des raisons de coût, mais aussi surtout écologiques. Et on les remercie là-dessus. Et de fait, on reçoit maintenant un gentil PDF annuel avec nos ayants droit, etc. Et depuis, je dirais 4 ans, quelque chose comme ça, on travaille avec pas mal de mutuelles pour la mise en avant en fait des cartes tiers payants, donc des cartes d'assurés, directement dans les téléphones mobiles des clients. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour eux. Encore une fois, on a toujours un peu notre téléphone, hein, c'est un peu l'extension de notre main maintenant, à proximité. Et ce qui fait que quand on arrive chez les professionnels de santé, alors aujourd'hui, plus les pharmacies dans l'état de l'art, demain, nouveau spoiler, on va aussi avoir une démarche directement chez le médecin avec des briques de paiement en plus qui vont s'ajouter, etc. Donc ça va être vraiment une expérience encore plus avancée, on va dire, du tiers payant, mais tout ça va être géré à partir du wallet. Et ça, c'est vraiment chouette. Typiquement, vous avez un enfant que vous venez d'inscrire sur votre contrat mutuel, votre carte va se mettre automatiquement à jour. Et du coup, vous allez pouvoir passer prendre tout ce dont vous avez besoin à la pharmacie. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus dans le détail quel type de carte les Français ont dans leur application Wallet. Donc justement, on voit que c'est assez divers et varié et quand même la carte de fidélité, ça reste l'usage numéro un. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça devance même l'usage de la carte de paiement. Et oui. Et ça, c'est la grosse surprise. C'est la grosse surprise. C'est que il y a encore une réticence d'une partie de la population à dématérialiser sa carte de paiement, donc vraiment sa carte, voilà, Visa, Mastercard, etc., dans le wallet. Alors que tous les services connexes liés aux marques, donc carte de fidélité ou carte relationnelle, hein, d'ailleurs parfois il n'y a pas de programme de feed, mais il y a des logiques de feed. Évidemment, les billets d'avion, c'était d'ailleurs le premier use case hein, qui avait été poussé par Apple à l'époque. Tout ce qui est billets d'avion, de train, etc., ça remporte vraiment les faveurs. Et puis viennent s'ajouter là-dessus
des choses un peu plus sympas, typiquement les coupons de réduction, les avantages, etc. Et tout ce qui est ticketing. Donc là, on a mis billets de concert, événements, mais ça peut être aussi réservation du matériel de ski quand j'arrive en station ou des choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc cette courbe de l'évolution hein, sur la carte de fidélité. On voit que finalement, il y a encore 4 ans, c'était 2 fois moins, quoi. Ouais, ça va très très vite. Ça va Toi, très est-ce vite. que toi, aujourd'hui, qui est au quotidien accompagne les marques, même d'un point de vue métier côté client, on va dire les mentalités et les Ah oui. usages ont changé. Ah oui, absolument. Il y a, comme je disais, il y a bientôt 9 ans, 10 ans, on va dire, on passait un peu pour des fous hein, avec notre histoire. En tout cas, c'était un peu le rendez-vous où les gens trouvaient ça intéressant, mais un peu surprenant aussi. Maintenant, on est beaucoup plus dans, oui, j'en ai entendu parler, et j'ai moi-même, en tant que client, des cartes dans le wallet. C'est-à-dire que quand on va, et toi tu le vois aussi hein, quand tu fais des pitchs auprès des marques, la première question qu'on peut naturellement poser, c'est bah, vous avez un smartphone? À 99% des cas, là, les gens vont nous dire oui. Et dans ce smartphone, vous avez des cartes dans votre wallet. Et là, ils retrouvent leur billet d'avion. Ils détectent que effectivement, ils ont aussi leur carte de paiement potentiellement et qu'ils ont d'autres cartes. Ah ben oui, j'ai la carte Picard ou Monoprix ou des choses comme ça. Donc, ça avance Et vite. alors, ce qui est intéressant, c'est que là, quand on pose la question finalement de l'usage de ces cartes, on se rend compte quand même qu'à 58%, ils veulent rester au courant des offres et des actualités de la marque. Et oui, et ils veulent rester au courant et d'une manière plus efficace, peut-être un peu plus directe aussi. Euh, Personnalité, peut-être. oui, et puis en fait, donc sans vouloir tirer sur les cadeaux historiques, euh, on le voit bien aujourd'hui, là il y a eu Black Friday qui est passé, par exemple le mois dernier. Le jour du Black Friday, on est fortement sollicité, hein. On se lève et boum, on a 25 emails qui nous parlent du Black Friday chez toutes les marques et c'est super. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout lire. Souvent, c'est des mails assez longs, très bien mis en image. Ils font du super travail, hein, les équipes CRM chez les marques là-dessus. Et c'est vrai que la notif wallet, elle, pour le coup, puisqu'elle est limitée à 150 caractères, on a toujours cette logique du less is more, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un message concis, beaucoup plus serviciel ou avantageux en tout cas. Et ça, les utilisateurs finaux ne se trompent pas en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus pratique. En plus, les notifs arrivent en mode silencieux. Voilà, donc ça fait pas de bruit quand vous êtes en réunion ou des choses comme ça. Et alors, cette statistique, moi, je l'adore, puisque elle va justement avec ce que tu viens de dire, elle est complémentaire. On se rend compte quand même que tu as 54% aujourd'hui des gens qui se disent influencés par les notifications push. Donc, quand on parle de campagne Drive to Store, Drive to Web, donc l'idée de venir booster le trafic concrètement en point de vente ou sur des dispositifs digitaux, la notification push, on se rend compte qu'elle est aujourd'hui quasi obligatoire. Oui, exactement. La notif, c'est le secret du wallet, hein. On va pas se mentir. C'est-à-dire qu'avoir sa carte dans le téléphone, mais pas faire, enfin, ne pas faire de campagne, ne pas envoyer des messages pour solliciter son audience, ça va pas servir à grand-chose. Finalement, c'est comme avoir un PDF dans votre portefeuille, bah, c'est un objet mort, quoi. Donc vraiment, la notif, elle est importante et un petit fun fact à vous partager. On a de plus en plus des retours, soit de nos clients, soit des clients de nos clients, qui disent qu'en fait, la notif, ça leur sert un peu de pense-bête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a vraiment un côté, je reçois la notif, ah, je l'efface pas ou je tapote pas dessus, je vais me la garder pour ce soir parce que comme ça, je vais aller regarder le bon plan chez Petit Bateau parce que j'ai besoin de rhabiller les gamins pour l'hiver ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment un côté top of mind qui s'est développé grâce à la notif et en plus ce côté un peu, bon, ok, je me le garde de côté et hop, ce soir, ou demain matin, je vais m'en servir. Pour creuser un petit peu plus sur le sujet de la notification push, aujourd'hui, les notifications push, on peut les déclencher de plusieurs manières. Ouais. Euh, Déjà, quelles sont ces différentes manières et quel est l'usage peut-être le plus récurrent selon toi? Ok. Il y a
quand on met en place un projet wallet avec des marques, le premier étage de la fusée, je dirais, c'est vraiment tout ce qu'on peut automatiser au maximum. Je vais prendre un exemple très simple. Le jour de l'anniversaire du client final, la marque va vouloir lui envoyer un petit message, bon anniversaire, voire bon anniversaire et au passage, je t'ai réservé une offre qui est valable un mois, des choses comme ça. Donc ça, on va l'automatiser parce qu'a priori, la date d'anniversaire des gens ne change pas d'une année à l'autre. D'ailleurs, il y a des systèmes anti-fraude là-dessus, hein, c'est plutôt bien fait. Et donc voilà, toutes ces choses-là. Mais ça va aussi concerner tous les cycles welcome que les équipes CRM peuvent mettre en place. Et à l'autre bout du cycle de vie, on va aussi avoir tout ce qui est stratégie anti-churn. Dès qu'on détecte un client côté marque, parce que c'est la marque qui a la data, hein, rappelez-vous, côté marque, dès qu'on va détecter que le client est, voilà, sa fréquence d'achat baisse, son panier aussi, etc., on va en profiter pour le réactiver via des push. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, et c'est là où les marques gagnent de l'argent et qu'on a un impact sur le business, hein, c'est qu'en fait, on va mettre en place tout ou partie du plan d'animation commerciale. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les marronniers qu'on peut connaître, alors là, on est parti, je parlais du Black Friday tout à l'heure jusqu'à la Saint-Valentin, on va avoir une succession hyper intéressante de moments assez forts en termes de business. Finalement, tout ça va se retrouver dans le wallet et de manière, comme je le disais, affinée, segmentée. Donc, typiquement, les dates de solde qui vont démarrer en janvier, c'est pas les mêmes en fonction de la géographie. Et bien, typiquement, sur le wallet, on va, comme sur les emails, au final, avoir des ciblages qui vont nous pousser les messages aux bonnes personnes au bon moment. Voilà. Et ça, c'est les équipes marketing, pardon, CRM généralement qui s'en occupent chez les marques avec qui on travaille, et elles ont toute autonomie pour le faire. Donc, il n'y a pas besoin de faire un ticket à la DSI ou des choses comme ça. Notre plateforme est prise en main par nos clients, je dirais à hauteur de 95% en toute autonomie. Les 5% restants étant ceux qui sont en cours d'onboarding et qui n'ont pas forcément reçu encore la formation, mais qui vont bientôt y passer. Merci en tout cas d'avoir commenté ces chiffres, puisqu'ils étaient hyper intéressants. Évidemment, on en a encore plein d'autres, donc on pourrait bien sûr, à l'issue de ce webinaire, télécharger cette étude. Allez, maintenant, on avance. On va revenir sur ces 4 cas clients. Voilà, intéressant. Avant de tout de suite parler de ces 4 cas clients, je vois qu'il y a des questions. Odile, travaillez-vous avec le secteur bancaire et avez-vous des cas d'usage envisagés? Est-ce qu'on travaille avec le secteur bancaire, Vincent? Non. Malheureusement, non. Pas encore, j'ai envie de dire. Donc, Odile, si vous travaillez dans le secteur bancaire, on voudrait travailler avec vous. On a plein d'idées. Voilà. Donc, Peut-être apporter juste une toute petite précision là-dessus pour l'ensemble de l'audience. Les wallets, donc les portefeuilles numériques qui sont chez Apple et Google, elles ont toujours 2 parties. La première partie, c'est effectivement là où on peut stocker toutes les cartes, tickets resto, bancaires et j'en passe. La deuxième partie, c'est ce qu'on nous qualifierait plutôt de partie éditoriale et c'est là où nous, on intervient. C'est notre savoir-faire, il se porte sur cette deuxième partie avec, comme je disais, billets d'avion, carte tir payant, carte de fidélité, carte relationnelle. Donc c'est vraiment là où on agit. Après, ni David ni moi nous savons lire le futur, j'avoue. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu d'interaction avec le bancaire. On verra si ça arrive un jour. Après, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le wallet, c'est avant tout et surtout un canal relationnel, donc un moyen de communiquer. On sait que dans le secteur bancaire, l'application, évidemment, est un outil essentiel, mais on sait aussi que l'envoi de notifications à travers l'application mobile, elle est parfois un peu plus difficile, ou sinon elle est ultra ciblée. Donc, le wallet est de facto, en tout cas, un outil complémentaire sur lesquels différents cas d'usage pourraient être appropriés, évidemment. En tout cas, ravi si on peut poursuivre cet échange ensemble, Odile. Allez, on revient sur 4 cas clients et on va commencer par Buffalo Grill. Buffalo Grill, un des lancements très attendus cette année côté Captain Wallet et avec un focus très intéressant puisque c'était un lancement ciblé par rapport au point de vente. Et l'objectif, Vincent, c'était finalement de capter l'attention du client en restaurant, c'est ça? Exactement. Et ça vient un petit peu
faire bouger les lignes, on va dire, chez nous, d'ailleurs, comme dans leur secteur, puisque souvent, quand on démarre avec une marque, il y a déjà une base client d'installée, qualifiée, etc., qui a 10 ans d'existence, etc. Et là, le pari a été complètement... Et donc, on va dématérialiser cette base. On va proposer à cette base de prendre sa carte digitale, quelle qu'elle soit. Là, le pari, il était complètement l'inverse. C'était de se dire comment on se crée une audience en profitant du carrefour d'audience, finalement, que représente le restaurant, avec forcément le passage et la récurrence qu'on peut connaître chez Buffalo Grill. Et la carte toilette, elle a été positionnée vraiment comme le vecteur de recrutement. Donc, vecteur de recrutement, on va voir quelques images après, mais finalement, la logique de fidélité a été développée au travers de la carte toilette, de la captation, donc vraiment, finalement, l'inscription, rejoindre le programme. Là, vous avez les exemples de QR qui sont disposés un peu partout en restaurant. Le client, une fois qu'il a scanné le QR, va confier ses informations personnelles, ce qui va venir automatiquement, dès qu'il aura cliqué sur j'accepte de rejoindre le programme et valider, ça va venir automatiquement nourrir la base CRM de la marque. Et nous, on récupère un ID, voilà, je vous passe les détails techniques, qui nous permet de créer la carte que vous voyez sur la droite. Cette carte, elle va automatiquement être utilisable et immédiatement utilisable dans les restaurants. Et ça, c'est un gros point parce que on sort complètement de cette période où certaines marques proposaient de remplir des jolis formulaires papier qui étaient imprimés sur des sets de table ou sur des petites cartes à droite à gauche ou sur des flyers que tout le monde perdait avec un taux de retour finalement qui était très faible. Là, pour le coup, le taux de retour il est très fort. Alors, on va creuser justement sur ce taux de retour, mais donc du coup, là, on voit plusieurs scénarios. Alors, tout d'abord, ce que je constate, c'est que c'est peut-être bien de le rappeler, la carte peut être mise à jour, en fait. On n'a pas besoin de retélécharger à chaque fois la carte, on est d'accord? Oui, absolument. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, le cycle de vie client qu'on développe au sein du wallet, il est directement accessible au client final sans action de sa part. Et le fait d'envoyer des notifications ou le fait d'envoyer des mises à jour de cartes, ce que généralement on lit, évidemment, ça va être proposé automatiquement. Et là, en plus, c'est proposé en réaction à un événement du client. Donc, typiquement, pour vous expliquer, j'ai pris ma carte suite au remplissage du petit formulaire qu'on a vu précédemment. Je vais passer cette carte à la personne au moment, à la personne en restaurant, bien sûr, à l'équipier, au moment où je vais payer mon addition. Et en fait, ça va automatiquement déclencher la séquence qui va me faire passer à la deuxième, troisième visite. Alors, je ne sais pas si on voit très bien là sur les captures d'écran, mais en fait, à chaque étape, à chaque visite, en fait, un avantage spécifique est offert au client. Voilà, avec des réductions de 10%, l'apéritif offert, etc. Donc ça, c'est vraiment la logique chez Buffalo. Et en plus de ça, en plus de toute cette logique, donc comme tout à l'heure, c'est vraiment l'étage zéro de la fusée, comme je disais, on va avoir par-dessus tout un plan d'animation commerciale assez rigolo. Je crois que pour Halloween, on a ressorti la notif où il disait un steak ou un sort. Voilà, donc vous voyez là, c'est typiquement le genre de message sur lesquels s'amusent pas mal, les équipes CRM, on va pas se mentir. Le côté 150 caractères, du coup, ça les challenge, et ils adorent pousser ça et ça fait de la récurrence d'achat. Alors Vincent, souvent quand on parle d'application mobile, donc pour les marques qui ont une application mobile, on se rend compte que vu qu'elles ont énormément de mal à capter en général et de collecter donc cette opt-in, elles ont du mal à envoyer des notifications push. Elles ont peur que les gens se désabonnent. Est-ce que sur le wallet, aujourd'hui, sur les push wallets, tu remarques, auprès de tes clients, on va dire, le même syndrome? Et deux, est-ce que réellement, si on envoie beaucoup de notifications push, et d'ailleurs, il faudra que tu nous dises c'est quoi envoyer beaucoup de notifications push, quelle est finalement cette notion de gestion de la pression co, comment elle est adressée Ouais. côté client, voilà, comment vous faites en fait? Alors, il y a plusieurs couches de réponses dans cette question, donc j'ai essayé de ne pas me perdre. Et puis en plus, ça fait écho à quelqu'un qui pose la question de est-ce que les clients ne sont pas spam? Alors non, les clients ne sont pas spam. Pourquoi? Et encore une fois, ça c'est le boulot des CSM. On va conseiller les marques sur comment euh, programmer tout ce qui est automation et ensuite tout ce qui est plan d'animation commerciale. Et le client, il n'est pas bête, in fine. Le client final, il est vraiment pas bête. C'est-à-dire que s'il vient de passer en restaurant, de payer
une addition et qu'on lui envoie une notif qui dit merci de votre visite, vous avez désormais un nouvel avantage lors de votre prochain passage, mais que dans la même journée, il reçoit la notif parce que c'est Halloween, il va comprendre que c'est deux événements séparés, en fait. Et non, il n'est pas spam parce que de toute façon, on fait en sorte avec les clients et on les conseille sur la structure à la fois de l'automatisation et du plan d'animation commerciale pour éviter la surpression. Ça répond en partie à ta question, je pense, David, mais il y a la partie appli, voilà, où effectivement, on est, nous, Captain Wallet, souvent en interconnexion avec les outils utilisés par les marques. Et à ce titre-là, on a développé des connecteurs qu'on appellerait logiques, donc pas des connecteurs qui échangent de la donnée, mais des connecteurs qui vont échanger des ordres. Ces ordres, ça va être typiquement, c'est le lancement de l'offre à Halloween, pour reprendre celle-là. Eh ben, je vais envoyer mes emails à partir de 9 h du matin. Et le choix, là, c'est côté marque. Hein. Potentiellement, j'envoie les notifs wallet en surpression ou je vais dire, j'envoie les notifs wallet avec 1 jour d'écart ou 2 jours d'écart ou uniquement à ceux qui n'ont pas ouvert les emails. Voilà. Il va y avoir tout un travail de mise en place et de segmentation automatique. Alors, il y a une question qui a été posée, qui est aussi intéressante, qui dit que se passe-t-il si plusieurs clients de Captain Wallet, donc, qui utilisent les solutions d'Apple et de Google, contactent le même client en même temps? C'est-à-dire, la gloire, en fait. C'est un peu la rançon de la gloire. Effectivement, eh ben, le client va recevoir des pushs voilà, sur la même journée, potentiellement à la même heure, vous avez raison. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'avantage du push, c'est qu'il est discret, en fait. Il s'affiche en silencieux et on le consulte quand on veut. Je préciserai aussi que, encore une fois, hein, l'opt-in collecté appartient à la marque, n'appartient pas à Captain Wallet. Ça, c'est un point très important. Donc, on fait un parallèle avec tous les autres canaux de communication, en fait, hein, que ce soit l'email, le SMS ou autre. Hein. Le jour du Black Friday, si vous êtes opt-in à recevoir un email de Sandro versus The Couples, vous allez recevoir en même temps, le même jour, deux mails. Pour une notification push, en tout cas, sur Wallet Mobile, c'est la même chose. Il y a peut-être quand même un point de nuance intéressant et important, c'est que la gestion de l'opt-in, et ça, c'est un des points forts du wallet, elle est à la main, évidemment, du consommateur final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, il peut se désoptiner, c'est-à-dire désactiver les notifications push directement depuis chaque carte qu'il a auprès des marques. Donc, c'est aussi pour lui la façon de gérer lui-même sa pression co, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quand même l'un des points forts, peut-être, par rapport aux canaux historiques où il faut souvent faire la demande auprès de la marque pour qu'elle-même, en fait, arrête de communiquer. Donc, voilà, c'est aussi un point, je pense, qui est intéressant en exergue et de souligner, puisque c'est ce qui fait aussi que l'engagement souvent des clients à travers les wallets mobiles est plus fort, c'est parce que la gestion de l'opt-in, il est fait à la main du consommateur, et donc souvent que finalement, quand il a adhéré, il a vraiment adhéré, et puis il est quand même assez fan, si je puis me permettre. Ouais. Alors, on va pour compléter ça, David, on voit quand même aujourd'hui, et c'est un peu la surprise, mais qu'il y a des clients qui étaient opt-in sur des canaux type email, SMS, qui prennent leur carte wallet et qui de fait se désopt-in par exemple sur le SMS. Parce que pour eux, là vraiment, ça fait trop de doublons et que parfois les marques ont du mal à gérer la pression commerciale, donc elles envoient sur tous les canaux en même temps. Alors, c'est pas plus mal pour les marques parce que ça leur fait faire une sacrée économie. Mais en plus, ça crée parfois une population les plus fans, comme tu disais. On voit parfois qu'il y a des gens qui finissent opt-in wallet only. Donc, on a une nouvelle ligne d'analyse data qui dit OK, mais ces clients-là, ils sont uniquement wallet. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont souvent omnicanaux. C'est-à-dire que c'est des clients qui reçoivent les messages uniquement par wallet, mais qui achètent autant en boutique que sur les sites web. Et ça, c'est hyper intéressant pour les marques, parce que c'est un peu le Graal, on va pas se mentir. En effet, c'est le Graal. Alors, si on regarde les chiffres maintenant côté Buffalo, c'est impressionnant, j'ai l'impression. Ah oui, c'est hyper impressionnant parce que là, on est vraiment sur du recrutement point de vente avec un. Ben voilà,
là, c'était les chiffres lors de la préparation de ce webinaire. On avance gentiment vers le demi-million de clients embasés, donc avec une carte active dans leur téléphone et qui sont éligibles potentiellement à tout le déploiement du plan d'animation commerciale, comme je le disais, mais qui aussi vont utiliser leur carte dans le cadre de leur visite. Et ce qui est intéressant, je fais une passerelle avec la question qui avait été posée précédemment, c'est sur l'usage. C'est que là qu'on se rend compte, c'est que, il y a une adhésion forte et qu'on vient chercher finalement le client là où il est le plus présent. Souvent, c'est dans le point de vente, entre guillemets, même si là, ici, on parle de restauration. Donc, le premier levier d'embasement, j'ai envie de dire, ça reste quand même très souvent celui qui est sous-exploité, c'est-à-dire le point de vente par rapport aux dispositifs digitaux, qui sont, eux, plutôt des outils complémentaires. Et c'est bien comme ça qu'il faut le voir, je pense. Donc, une adhésion, et puis deux, un usage. Et assez quand même fort, puisque quasiment 50%, voilà, après avoir téléchargé cette carte, reviennent et comptent à minima une revisite. Exactement. Vraiment, on a une belle disparité, enfin, un bel étalage des fréquences des visites et puis qu'on monitore, puisque comme vous l'avez vu précédemment, on voit les étapes de passage. C'est hyper prometteur, hein. Je ne cache pas, je pense qu'en 2025, ça va avoir un poids très important dans le business de Buffet. Alors, je vais prendre une question qui est aussi intéressante qu'on nous pose. Est-ce que le wallet est utile, justement, pour les marques qui n'ont pas de point de vente physique? Parce que je parlais du point de vente, justement. Je n'ai pas de point de vente, ou du moins, j'ai un point de vente virtuel, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des scénarios? Est-ce qu'il y a des usages? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que ça peut aider? Et oui. Oui, alors, on va pouvoir citer, ça va peut-être vous surprendre, mais par exemple, les marques de luxe, généralement, elles ont très peu de points de vente. Elles en ont quelques-uns et on les connaît. C'est des rues assez célèbres à Paris, des endroits, enfin des corners, ou même des étages presque, dans les grands magasins, etc. Et en fait, ces marques, elles vont du coup utiliser le wallet pour faire beaucoup, évidemment, de drive to store, mais également du drive to web. Et puis, on a des marques qui n'ont pas du tout de point de vente. On en a quelques-unes, voilà. Et en fait, ces marques, ce qu'elles veulent avec le wallet, c'est garder un lien assez fort de proximité et faire en sorte de compenser l'effet, on va dire, non-ouvreur des emails, où potentiellement elles ont un taux assez fort d'ouverture, hein, quand même proche des 35-40%. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 60% de l'audience qui n'est pas touchée par un message qui s'affiche par email. Donc, elle profite du wallet justement pour compenser cet effort-là. Ok. Moi, j'aime bien citer aussi la marque Atlas for Men, puisque c'est une marque qui, pour le coup, est 100% digitale et qui utilise aussi les wallets mobiles. Et ça, c'est intéressant, puisque c'est une marque en plus qui utilise quand même pas mal d'autres canaux et qui a une communication assez récurrente et avec une pression co assez forte. Donc oui, j'insiste, sur rien offrir, de toute façon, c'est un canal de communication supplémentaire. Donc, que vous ayez un point de vente ou pas, et peut-être même encore plus, puisque vous n'avez pas de point de vente, le seul moyen de rentrer en contact avec vos clients, c'est de communiquer à travers ces outils digitaux. Donc, ça ne peut forcément que être un plus, j'ai envie de dire. Alors, on va avancer et on va parler de courir. Ouais, Et je suis pas sûr que c'est nous qui allons en parler en fait, parce que on a la bonne surprise d'avoir avec nous Graziella. Bonjour magnifique, Graziella. Bonjour à tous. magnifique, merci Vous m'entendez beaucoup. correctement? Oui. Ouais, ça fonctionne. Petite surprise, je n'étais pas au courant. Hey! Tu vois, on est Grazie. plein de surprises avec Vincent. Eh Voilà. ben, ravi, C'est surprise de Graziella, en fin tout cas, d'année. que tu nous rejoignes. Ravi en tout cas. Je vais te laisser évidemment te présenter pour tout le monde. Et puis ravi que tu puisses partager ces slides et ce retour d'expérience avec nous. Ben, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis Graziella Kaufer, je suis directrice expérience client omnicanal pour le groupe Courir depuis maintenant 4 ans. Ça fait longtemps que je collabore avec Captain Wallet parce que j'ai déjà collaboré avec Vincent dans d'autres vies. On avait déjà fait quelques cas et quelques expériences ensemble.
Et aujourd'hui, quand j'ai rejoint Courir il y a 4 ans, Courir venait de signer déjà le wallet. Et depuis, moi qui suis assez fan de l'outil, on l'a mis de plus en plus au cœur de notre stratégie de fidélité et d'emballement. Ok. Et donc, l'objectif en 2024, donc vu que ça fait quand même quelques années que ça a été mis en place chez Courir, l'objectif cette année, est-ce que tu l'avais focalisé sur un point en particulier? Quels étaient finalement tes enjeux? Ouais, alors cette année, ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur toute la refonte de notre SI CRM. Donc, on a déménagé notre base de données, on a intégré une CDP, on a changé notre outil de gestion de campagne, on a mis en place un data lake, on a changé notre moteur de fidélité. Tout ça avait notamment pour but de faire évoluer notre programme de fidélité qu'on a fait courir depuis très longtemps, qui est très puissant, et qui jusqu'à présent était un programme de feed seulement payant et seulement déployé en France, alors que nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe, notamment la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et le Luxembourg. Et l'année 2024 est donc l'année du renouveau de ce programme payant en France, qu'on est venu enrichir d'un statut gratuit, le MyCourir Plus qui est le payant et le MyCourir Start qui est le gratuit, avec pour nous un gros enjeu de réussir à rembaser, parce que jusqu'à présent, avec notre programme payant, on arrivait à avoir 53% de notre chiffre d'affaires magasin qui était relié à une fiche client, ce qui est déjà très bien pour un programme à 9 euros, mais pour une directrice expérience client ou une ancienne responsable CRM un peu fan de data, ce n'est jamais assez. Et donc, j'avais besoin d'avoir une couche supplémentaire, un statut supplémentaire qui permettait d'aller recruter du client et ceux qui étaient complètement réfractaires à notre programme de fidélité payant. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme Start. On a voulu encore faciliter cet embasement, puisque c'est Courir, si vous fréquentez un petit peu nos magasins, ce dont je suis certain, parce que nous sommes leaders sur le marché et que tout le monde porte des sneakers aujourd'hui, on est sur de la vente assistée. Et donc, c'est parfois un petit peu long et on peut avoir des temps de rush en magasin, notamment le samedi, et saisir des informations en caisse avec de la musique du monde. On sait que c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour nos collaborateurs. On a voulu déporter l'embasement des caisses, c'était le seul point sur les magasins, au mobile du client pour qu'il puisse le faire lui-même et avoir la main pour le faire. Donc là, effectivement, on voit la cinématique qu'on a mis en place. Comme on a refondu toute l'identité visuelle de notre programme de fidélité, MyCourir, on l'a mis aux couleurs de notre enseigne et notre positionnement, qui est un positionnement très mode, très féminin, très parisien, à l'inverse de nos concurrents qui sont plus street, mec, avec des concepts black et urbains. On a refondu l'identité de ce programme qu'on est venu placarder partout en magasin et toujours accompagné d'un QR code qui renvoie vers un formulaire Captain Wallet. Formulaire qui permet, grâce à une adresse email, de savoir si le client est oui ou non déjà présent en base. S'il est déjà présent en base, on lui renvoie sa carte et son statut, donc soit sa carte MyCourir Plus avec ses points et ses bons, soit sa carte MyCourir Start qui lui renvoie son numéro client qui lui permet d'aller plus vite en caisse et notamment de profiter des ventes privées, par exemple en période de vente privée, ou de son bon anniversaire s'il l'a à ce moment-là, ou alors si on ne le connaît pas, de le renvoyer vers un formulaire plus complet qui va être directement connecté à notre caisse, à notre système de caisse Cegid Y2, et qui va permettre du coup de créer la fiche du client, mais directement par le client. C'est lui qui remplit le formulaire avec ces outils de complétion automatique qu'on a tous aujourd'hui. Vous commencez à taper la première lettre de votre adresse email, elle se remplit automatiquement. D'un point de vue RGPD compliant, on ne peut pas être plus RGPD parce que c'est le client qui le fait lui-même et on s'évite toutes les fautes de frappe. Parce que quand vous avez un client qui, comme moi, s'appelle Graziella KEFR en face de vous, autant vous dire que la saisie de l'adresse email est vraiment très propice à la faute de frappe. Donc voilà, donc ça a été un gros enjeu de venir placarder ces QR codes partout. On les a mis sur nos cash bornes, sur des toiles en magasin. On a développé des supports pour les hôtesses de caisse et aussi en surface de vente. Tous nos vendeurs ont des badges avec leur nom et ils ont aussi maintenant tous ce QR code avec au dos
les rappels du programme et les avantages de MyCourir Plus, parce que c'est celui-là qu'on continue à vendre, pour générer et embaser. Ça, c'est notre nouvelle source d'embasement et on va voir juste après que le magasin est devenu une vraie source d'embasement, mais on utilise aussi plein d'autres d'embasement que sont le SMS, l'espace client et des emails, soit dans des footers. Dans tous nos footers, vous avez le lien vers le formulaire d'embasement qui se fait automatiquement, mais aussi des emails dédiés. Et on voit qu'en quelques mois, puisque le programme a été relancé en juin, aujourd'hui, on a 33% des embasements et des créations de cartes qui se font via le magasin. C'est aussi devenu un super outil pour les collaborateurs de pouvoir avoir une vision sur le statut de fidélité du client en surface de vente, voir combien il a de points, voir s'il n'est pas loin d'un palier pour générer de l'achat supplémentaire ou du burn de points et de paliers plutôt que d'attendre d'arriver en caisse pour avoir le statut et de retourner ensuite en surface de vente pour dire « Ah, bah, vous aviez mon 25, prenez 3 paires aujourd'hui. » Voilà, c'est vraiment un super outil qui a été vraiment, dont les collaborateurs se sont vraiment très bien emparés. Et on voit aujourd'hui que on arrive à animer de façon différente ceux qui ont le programme payant du programme gratuit. Évidemment, ceux qui ont un programme payant ont beaucoup de triggers qui tournent en fonction de leur cycle de vie, de leur solde de points, du déblocage de paliers, d'offres spécifiques qu'on peut mettre en place. Donc ça, tout ça, c'est des triggers qu'on a paramétrés directement dans Imagino, qui est notre CTP, notre outil de gestion de campagne, et qui vient se connecter avec Appen Wallet pour générer automatiquement ces notifications sur le wallet, ou alors sur le programme gratuit, où on va relayer plus les opérations du pack, mais qu'on relaie aussi sur le programme payant. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre plan d'animation commerciale où on mesure la pression entre email, SMS et push. Typiquement, on va faire du push, on va favoriser le push avant de faire du SMS, et quelqu'un qui est opt-in push wallet ne recevra pas le SMS parce que ça risque de faire doublon. Et ça nous permet aussi de faire des économies puisqu'on ne va pas les utiliser sur le SMS. Après, en revanche, on va combiner souvent email et push parce que c'est deux canaux différents, ils ne sont pas forcément exposés au même endroit et on n'a pas senti, nous, de pression ou de surpression en tout cas, ou de hausse de désabos de la part de nos clients quand on animait plusieurs canaux simultanément sur la même actualité. Alors, merci beaucoup déjà encore une fois d'être venu. C'est un très long monologue. Désolée. Non, mais très intéressant. Très intéressant. Avant de parler du résultat, des résultats qu'on voit ici, moi j'ai une petite question sur le sujet justement du programme de fidélité. 2 programmes de fidélité, un gratuit, un payant. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait ce qui est quand même assez rare finalement chez les marques d'avoir 2 programmes de fidélité, du moins pas si exposé que ça. Qu'est-ce qui vous a motivé C'est pas 2 programmes, c'est un seul programme avec 2 statuts. Okay. Et on avait historiquement ce programme payant, et on n'avait que ce programme payant en France. Et comme je le disais, on avait une limitation d'embasé, c'est-à-dire que on avait 53% de notre base client, de nos tickets qui étaient reliés à une fiche client. On avait un taux de recrutement sur les MyCourir, sur ce programme payant qui allait de 10 à 13% en fonction des périodes. Mais on savait qu'il y a certains clients qui n'allaient jamais passer la barrière psychologique de payer cette carte 9 €. Et moi, mon objectif, et forcément de connaître un maximum de ma base, et 53% de mes clients connus, de mes tickets rattachés à une fiche client, c'est pas assez pour moi. Moi, je vais arriver à du 70, 75, 80%. Et donc, j'avais besoin d'avoir un programme, une couche supplémentaire pour aller convaincre ces clients-là de rejoindre un programme, de me donner les informations pour pouvoir suivre leurs achats. Parce que je suis persuadée que et on va le découvrir là au fur et à mesure, des mois que le programme MyCourir Start va exister, que parmi les 46% qui restaient, j'avais des clients qui étaient méga fidèles et qui venaient acheter très régulièrement chez moi. Sauf que débourser 9 €
je vais dire 9 balles, 9 euros pour un super programme, eh ben, c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux. Donc, on a ces deux programmes maintenant qui cohabitent, sachant que nous, en magasin, le seul et unique message sur lequel on communique en PLV partout et les phrases d'accroche de nos vendeurs ne sont que sur le MyQueer Plus. Ça reste l'argument numéro 1. Ensuite, si le client refuse de payer 9 euros et d'adhérer, alors maintenant, on a une deuxième solution, on a une solution de repli, qui est le MyQueer Start. On va dire, écoutez, je comprends, on verra peut-être une prochaine fois, je vais prendre votre adresse email, comme ça, vous aurez 30 jours au lieu de 15 pour changer d'avis. Et là, en fait, qui refuse d'avoir 30 jours au lieu de 15 pour changer d'avis? Personne, en fait. Donc, ça nous permet d'aller augmenter très facilement. Mais on avait aussi un sujet de se dire, OK, donc si j'en base 75% de mes clients, ça va me créer aussi beaucoup d'attentes en caisse. D'où notre besoin de réussir à déporter cet embasement ailleurs, en surface de vente, quand le client est en train d'attendre sa paire de chaussures pour l'essayer, quand il est en train de faire la queue. Mettre des bornes en magasin avec des formulaires, c'est pas le sens de l'histoire. On a tous nos mobiles, nos collaborateurs ont des zébras. On voulait vraiment que ce soit quelque chose qui soit directement dans la main du client. Et puis surtout, moi, à partir du moment où il a créé son formulaire, il est start, et ben ça y est, c'est dans son mobile. Et là, pour moi, il est gagné, même s'il ne coche pas mon opt-in email, même s'il ne coche pas mon opt-in SMS. Et une fois qu'il arrive en caisse, il sort sa carte, et là, hop, on le scanne, et directement, on arrive sur sa fiche client. Donc, c'est un gain de temps pour mes hôtesses de caisse qui est incroyable. Et deuxième point, j'avais besoin de déployer mon programme de feed à l'international, ce que je ne pouvais pas faire avec mon ancien moteur de feed. Donc là, on a eu un nouveau moteur de feed. Et en Espagne, par exemple, 9 euros, c'est pas possible. Un programme payant à 9 euros, c'est pas possible. Donc, on l'a un peu remodelé. On avait un moteur qui nous permettait d'avoir maintenant des programmes différenciés avec un programme payant à 5 euros, mais qui doit rester tous les 2 ans, là où mon 9 euros, il est à vie en France, et un programme Start, pareil, qui t'apporte quelques avantages. Merci beaucoup, Graziella. Désolé, je t'ai fait un peu parler sur un sujet un peu plus vaste, mais en tout cas qui est aussi wallet et qui est évidemment intéressant. Merci d'avoir pris quelques minutes pour commenter en tout cas le résultat de cette belle année et toutes les actions que tu as mis en place. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. À vous aussi. À bientôt. Allez Vincent, on va continuer puisque le temps file. Évidemment, on a beaucoup de choses à dire. On va finaliser nos retours d'expérience avec Yves Rocher. Yves Rocher, donc du coup, objectif cette année, gérer du trafic en point de vente tout en simplifiant l'expérience client. Comment ça a été vécu côté Yves Rocher cette année? Ah, alors Vincent, je pense Pardon, excuse-moi. J'avais coupé le micro pour tousser. Donc ça a été très bien vécu par Yves Rocher, qui est très content de cette approche avec une stratégie personnalisée, etc. Yves Rocher, le groupe Yves Rocher d'ailleurs, le groupe Rocher est client depuis assez longtemps chez nous. Et le lancement de la France, ça a été un événement évidemment important pour tout le monde. Donc pour savoir, il y a quand même, je crois, en tout une trentaine ou une quarantaine de personnes qui ont travaillé sur le lancement de ça. Donc c'est pas souvent le cas. On a souvent des équipes beaucoup plus réduites qui sont en interaction avec nous pour la construction des programmes. Néanmoins, aujourd'hui, on arrive sur une carte qui est au plus proche du cycle de vie client. Et ça, c'était hyper important pour Yves Rocher, puisque en fait, la carte, comme je le disais en intro, elle est protéiforme et elle change en fonction vraiment du moment d'achat ou d'intention d'achat de la cliente finale. Donc, on va avoir la carte de fidélité qui est tout à droite, classique par défaut, je dirais. Et ensuite, toutes les cartes de récompense, d'offres et de bientôt récompense. Alors, cette carte bientôt récompensée, c'est vraiment l'incentive, en fait, qui va pousser au réachat, au retour en point de vente, mais aussi sur plutôt les dispositifs digitaux de la marque afin d'acheter. Là, on voit quelques exemples à l'écran. Beaucoup de scénarios déployés quand même.
Et oui, on en parlait tout à l'heure, l'automation est clé en fait. Au plus on peut faire d'automation, au moins les équipes ont besoin de, de remettre les mains dans la plateforme. Et j'en parlais tout à l'heure, la partie, le trigger anniversaire, c'est souvent le premier auquel on pense parce que tout le monde a une date d'anniversaire. Néanmoins, on a effectivement ce cycle de bienvenue qui est mis en valeur et également les fêtes. Donc, enfin, la fête au sens calendaire, almanach du terme. Allez, je me permets, j'avance. Ouais. On va parler du dernier client aujourd'hui. Alors, on pourrait rester toute la journée, évidemment, hein, mais il faut qu'on avance. Maison du Monde, le lancement record de l'année 2024. Et oui, lancement record, puisqu'en fait, avec un premier mail dédié que vous voyez sur la gauche, donc mail qui présente la carte digitalisée, ses avantages, etc., avec des jolis CTA, etc. C'est quoi un mail dédié, juste, Vincent, ça c'est important peut-être. C'est un mail ah oui, très, très bonne question. C'est un mail qui est dédié au wallet. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une. Tout à l'heure, Grazela nous confiait que sur toutes ces newsletters, il y avait une bannière pour prendre sa carte wallet. Là, on est vraiment sur un mail qui est entièrement consacré à prendre ta carte digitalisée. Et souvent, chez les marques, ça fait un petit peu, pas débat, mais en tout cas, ça pose des questions parce que, on le sait, l'envoi d'une newsletter, c'est X euros rapportés immédiatement. Alors que quand on envoie un mail pour prendre sa carte digitalisée, on est là, en fait, ça ne m'apporte pas de l'argent directement quand je suis annonceur. Néanmoins, le pari, maintes fois démontré en termes de résultats, c'est que quand on envoie des mails dédiés, on rattrape toute la base. Tous les gens qui sont passés à travers le cycle de bienvenue, tous les gens qui étaient déjà dans la base depuis longtemps et qui n'ont pas vu les communications précédentes. Et en fait, ce mail dédié, en fait, il fonde sa stratégie sur la LTV, sur la lifetime value du client, où finalement, on va être dans sa poche, mais pour longtemps, puisqu'en fait, on a des taux de rétention sur Wallet. On n'en a pas parlé d'ailleurs jusqu'ici, mais en moyenne au-dessus de 95%. C'était d'ailleurs une des questions qu'on nous posait sur les pushs, la désactivation des pushs et la suppression des cartes, même dans les mobiles. On a un très très fort taux de rétention. Et donc, ça, c'est pari gagnant, finalement. On envoie un email, on va récupérer 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 cartes. Ça dépend évidemment de la taille de la base au démarrage et de l'audience. Hein. Il y a un effet entonnoir. Mais en fait, ces emails, ils sont clés pour les lancements et pour le recrutement en fil rouge. Chez Maison du Monde, parce que c'est de dont on parle aujourd'hui, on a vu leur base passer de 0 à un nombre, à 6 chiffres en 24 heures. Voilà. Et ça, c'est à la fois parce que c'est une marque très sympa, évidemment, avec qui on adore travailler au passage, mais aussi parce que leur mail est vraiment canon, et qu'en plus, ils ont glissé un avantage. C'est-à-dire qu'ils ont glissé une incentive tout de suite pour dire, prends ta carte est un avantage tout immédiat, en fait. Et ça, c'est une stratégie qui est assez intéressante. On ne déploie pas forcément en première instance comme ils l'ont fait. Et là, le fait de le faire en un seul mail, on a dématérialisé un peu plus de 6% de la base totale de clients sur la France. Donc, c'est vraiment un très beau record. Ça, les marques en moyenne, c'est plutôt autour de 4 à 6 mois. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, et donc on en vient un petit peu au use case, parce que je sais que ça a un peu changé, c'est-à-dire que quand on a lancé le sujet Captain Wallet chez Maison du Monde, il n'y avait pas de programme de fidélité. Entre-temps, ils ont sorti un programme de fidélité. Donc là, et c'est souvent d'ailleurs la question qu'on nous pose, j'ai pas de problème de fidélité, est-ce que je peux finalement utiliser votre solution? Donc là, tu es en train de nous dire que, un, on peut, et deux, on peut avoir des résultats qui sont aussi performants. Absolument. Et on a d'autres. Alors, si vous avez regardé BFM TV il n'y a pas longtemps, on a la marque Adopt Parfum qui aussi a lancé sa carte et qui est en train de crever le plafond, hein, il n'y a pas d'autre mot, et qui en fait propose une carte relationnelle. Donc, il n'y a pas de programme de fidélité, il n'y a pas de points, de statut, de choses comme ça, mais il y a un sentiment d'appartenance et de rejoindre un club finalement et d'avoir cet outil un peu de communication de proximité qui est hyper fort. Et ça marche. Ça marche, voilà, tout simplement. Ça fonctionne hyper bien. Et comme tu le soulignais, et on a plusieurs marques dans le passé qui ont fait ce saut-là. Je pense à Jules, là, je pense à Maison du Monde, évidemment. Des marques qui commencent par une carte relationnelle et qui ensuite switchent sur j'avais des logiques de fidélité, mais je vais mettre en place un vrai programme de fidélité. Et ça, aucun problème. Nous, on s'adapte et on réadapte, puisqu'on est assez agnostique sur les outils techniques.
Alors, ce point est très intéressant. Souvent, c'est un discours que nous, on a auprès de nos clients hein, et des marques qu'on rencontre. En effet, c'est que les prémices d'un programme d'affinité, finalement, l'A/B test, en fait, hein, il peut être mesuré sans forcément avoir du transactionnel directement, un moteur. Voilà, on peut tout simplement créer des cinématiques, des scénarios juste avec une simple carte wallet, en fait, très rapidement. Je creuse juste un petit peu sur un sujet, parce que là, on voit l'email. Et ça, c'est intéressant, on en parle assez peu. Mais quels sont, toi, tes conseils? Parce que je sais que une vraie expertise, et c'est ça qui est intéressant, parce que souvent, on nous dit, mais on va être très, très direct, hein, des solutions en wallet, il y en a sur le marché maintenant. Mais pourquoi on devrait travailler avec Captain Wallet versus une autre solution? Et je pense qu'une partie de la réponse se situe aussi là-dessus. Alors, effectivement, nous, notre spécificité, c'est qu'au-delà de la mise en place technique, finalement, parce qu'on est un éditeur de solutions techniques, au final, on va apporter ce double langage technique d'un côté, mais surtout stratégique de l'autre. Avec quel use case on va apporter dans le wallet. Donc ça va être comme quand on recherche un travail, on va faire un beau CV, et puis ensuite, comment on communique à la fois pour recruter une audience. Donc ça, c'est pareil, quand on cherche un boulot, on envoie son CV sur les différentes plateformes et aux recruteurs. Et à ce moment-là, la communication autour du dispositif, on va aussi challenger les marques. Donc on va être vraiment sur un aspect beaucoup plus market, un aspect vraiment gestion aussi CRM avec les segmentations, etc., où on va conseiller de formaliser les choses d'une manière qu'on sait efficace parce que avec 300 marques maintenant, quelque chose comme ça en prod, on a beaucoup d'expérience et on sait les choses qui fonctionnent pas. Donc on va aider, on va pas faire, mais on va aider, conseiller, challenger les équipes créatives, que ce soit en termes d'écriture ou de design et même d'ergo des dispositifs, etc. Que ce soit sur l'ajout sur le site web, dans l'espace Mon Compte ou un email comme vous pouvez l'avoir là devant les yeux. Allez, j'avance. Il nous reste, on a déjà dépassé le temps, je vais te dire, Ouais. donc on va être assez C'est exhaustif, Noël. rapide. Exactement. Sur cette dernière partie, très rapidement, et ton retour d'expérience auprès des marques va être intéressant. Les principaux enjeux, là, on se tourne vers 2025 hein, pour les retailers parce que majoritairement, les clients sont des retailers. Et on se rend compte que la fidélisation client, finalement, elle est plus cruciale que jamais. C'est ce que tu entends, toi? Absolument. Il y a deux mouvements et deux gros arguments là-dedans. Le premier, l'acquisition coûte cher, la fidélisation qui avait été laissée un peu de côté quand même hein, sur les 5-6 dernières années. Enfin, parfois, en fait, on se rend compte que fidéliser des clients, apporter de la valeur aux clients, ça crée plus de business que d'aller faire je sais pas, des jeux sur Facebook avec de la qualification un peu que de gens opportunistes finalement qui vont rester dans l'écosystème de la marque un mois ou deux et qui vont churner et passer à finalement faire un seul achat et partir, quoi. Donc le one-time buyer, il est compliqué. Il y a un deuxième événement qui est pour moi beaucoup plus conjoncturel, c'est que il y a quand même depuis le Covid un sentiment et un vécu de crise assez fort qui pousse les consommateurs finaux à redéfinir leurs habitudes d'achat, de consommation, souvent un peu plus éco-responsable. Ça fait 2 fois que j'en parle. Vous comprenez que c'est un sujet important pour moi. D'ailleurs, il y a eu des questions dans le chat là-dessus auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre, mais voilà. Et en fait, ces deux éléments mis ensemble, ça fait que on voit que les fréquences d'achat baissent. Il n'y a pas un secret, quoi. Et donc, du coup, si on fidélise pas les clients qui sont acheteurs ou qui sont en plus de bons acheteurs ou qui sont des acheteurs en devenir, enfin vraiment des bons acheteurs en devenir, et qu'on joue pas avec le ventre mou de la base de données, c'est compliqué pour une marque. On va vite se retrouver dans une situation un peu intenable où on va dépenser de l'argent en acquise, mais par contre, sur la fidélisation, si on fait rien, ça va s'écrouler parce que les gens vont partir. En fait, la fidélité, ça se travaille. Hein, c'est comme dans un couple, finalement. C'est une très belle métaphore, mais je pense que tu as entièrement raison. Je profite finalement de ce message pour le dire si vous ne le savez pas.
Et ça, c'est une des nouveautés et des évolutions, évidemment, pour 2025. Ça fait plus de 10 ans, vous le savez, qu'on accompagne donc, des marques comme la vôtre sur l'engagement mobile, sur le boost, évidemment, de KPIs comme la fréquence d'achat, le panier moyen, la contactabilité, bien sûr, mobile. Et on a décidé d'aller un cran plus loin, voilà, pour 2025, c'est-à-dire qu'on va coupler cet engagement mobile à finalement un moteur de fidélité. Voilà. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de proposer donc, à nos clients et à nos futurs clients de pouvoir créer, concevoir leur programme de fidélité au sein de notre écosystème, Brevo, et puis bien sûr de le coupler à l'engagement mobile pour derrière servir un seul et même intérêt, bien sûr, c'est le business. Voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés. On a déjà commencé évidemment à en parler. Et je vous invite bien sûr à nous contacter directement si vous souhaitez en savoir plus et aller plus loin. Et on a déjà pas mal évidemment d'informations et d'exemples qu'on aura l'occasion sans doute de communiquer dès la rentrée prochaine. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Vincent, à toi. Félicitations pour cette année, pour ces beaux résultats. Teamwork. C'est toute une équipe derrière. Merci à toute l'équipe Captain Wallet. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, de travailler avec vous cette année et on a hâte d'être à 2025. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Bonne journée.